Aujourd'hui, je suis rassurée, j'ai fait tomber la caméra. Je crois qu'elle fonctionne encore. On y va, on essaie, c'est à peu près emblématique de mon état. Je me trouve un peu par surprise happée par un dossier de candidature qui m'enthousiasme énormément, mais pour lequel j'ai à peu près 10 jours. Donc je suis survoltée en dehors de moi. On le fait, on verra si ça marche, et en plus, bon ça voilà. J'ai parlé un peu de tout ça l'an dernier dans la vidéo sur les dossiers invisibles de l'ESR, de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'aime vraiment pas le dossier, la partie administrative, budget, machin, tout ça, ça j'aime pas du tout. Alors les budgets, ça c'est un truc que je découvre. Bon, pour l'instant je suis pas très bonne, mais je vais reprendre ça. Mais j'aime vraiment bien monter des dossiers, en tout cas, ça c'est vrai, parce qu'en fait j'aime réfléchir à la recherche. Et peut-être que dans le dossier, il y a quelque chose de l'ordre d'une prospection que je trouve assez agréable. Je voudrais parler, finalement, en rapport et sans rapport. En tout cas, c'est une lecture que j'ai faite, alors pas cette semaine avant, et puis je me suis dit, je vais en faire une vidéo, je ne l'ai pas fait, d'un essai réédité, boum, chez La Variation, de Madeleine Pelletier. J'ai déjà parlé de Madeleine Pelletier parce que c'est une femme extraordinaire. Je sais plus si j'en ai parlé une ou deux fois, je mettrai ça en fin de vidéo. Puis sinon, alors vous savez, sur YouTube, moi je fais quand même beaucoup de vidéos, je fais des playlists. Il y a une playlist par exemple féminisme et quelques-unes par auteur ou autrice. Des trucs que j'oublie. Mais en fait, vous avez, quand vous allez sur la page d'accueil d'une chaîne, vous avez à droite, en haut des vignettes, vous avez un petit onglet loupe, et quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une barre de recherche spécifique à la chaîne. Bah, tapez des mots-clés, moi j'en mets quand même un petit peu, je suis pas très bonne en référencement, mais bah, les noms des auteurs, des autrices, on va les trouver très vite, quoi. Si vous voulez trouver des choses, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Et donc là, on est sur un essai assez intéressant qui s'appelle l'émancipation, je vais y arriver, l'émancipation sexuelle de la femme, qui est sorti donc en 1911. On est dans ce qu'on appelle le féminisme Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale. Bon, bah ça évidemment, elle ne savait pas que c'était avant, hein, puisque c'était avant, et qu'elle n'était pas visionnaire. Mais on est dans ce moment, alors qui est toujours de la Troisième République, voilà, mais où on commence à voir au niveau du féminisme des confrontations directes à ce qui est le patriarcat. Et Madeleine Pelletier, c'est elle. Et je l'aime vraiment très fort. Alors, je n'ai pas reparlé de ses vêtements, ça je l'ai déjà fait. C'est préfacé et annoté par Justine Rabat et Emmanuel Esposito. Les notes sont globalement pas mal de vocabulaire, enfin c'est des choses qui peuvent rendre le texte accessible jusque dans le secondaire. Je reprends un peu la préface. Alors bon, écrivaine et féministe d'avant-garde, moi j'ai du mal avec la notion d'avant-garde, mais parce qu'au niveau de l'historiographie, ça pose problème, comme quand j'ai dit, bah, savait pas que la Première Guerre mondiale allait arriver, eh bien oui. Et comme avant-garde, bah, c'est-à-dire qu'elle était globalement plutôt vue comme quelqu'un de starbé, d'une emmerdeuse, d'une femme qu'on veut pas écouter, plutôt que comme une précurseuse, parce qu'en fait on ne voit jamais les précurseurs, et encore moins les précurseuses, comme des gens qui sont en avance et qu'il faut suivre. Jamais ou rarement, enfin... Ça ne veut pas dire que les gens qui nous emmerdent sont tous des précurseurs non plus. Et voilà, ça c'est un peu le faux raisonnement de dire « Ah ben oui, parce que personne ne me comprend, je suis donc un génie ». Que dalle. Bon, dans le cas de Pelletier, si force intellectuelle hors norme, elle vient d'un milieu très pauvre, elle a fini médecin, première interne en psychiatrie de France, enfin c'est quand même quelqu'un qui a une force de travail, une force de volonté et une force intellectuelle absolument hors norme, avec cette grande tristesse qu'elle pense beaucoup le collectif. Elle a été politisée toute sa vie, militante toute sa vie, chez les anarches, chez les communistes, chez les socialistes, elle a un peu fait tout le monde, essentiellement d'abord féministe, mais qui a été en même temps d'une immense solitude. Elle est très triste, la vie de Madeleine Pelletier, d'une certaine façon. Donc on a cette préface qui rappelle un peu qui était Pelletier, qui est pas trop mal fichu, que j'ai pas adoré, mais qui fait le boulot. Et puis bah, après moi j'ai déjà lu des textes sur Pelletier, des choses comme ça, des biographies. Je pense que c'est très bien de le lire et que c'est pas mal pour tout ça. Et pour donner quelque chose aussi qui va être, ça c'est bien précisé sur lire l'émancipation sexuelle de la femme aujourd'hui, ça fonctionne aussi donc comme un document par rapport à ce qu'elle explique et de quoi il faut s'émanciper, mais ça nous dit de comment on vivait en 1911
quand on était une femme. Donc on a aussi, finalement, paradoxalement, cette archive, ce témoignage d'époque. Alors, on va après, moi je pense qu'on va plutôt aller vers le texte lui-même. J'ai l'impression que c'était ce qu'on appelle une brochure dans l'ensemble de cette littérature grise, un mini-essai. Elle en a fait pas mal. Alors, j'explore ça vraiment doucement, mais voilà, avec plaisir, bonheur et énormément d'intérêt. Et je vais lire des passages, on va le parcourir comme ça, mais en rapide, parce qu'évidemment c'est trop gros pour le faire en entier. Chapitre 1er, une seule morale pour les deux sexes. Alors, elle va avoir des chapitres qui sont extrêmement programmatiques et clairs. Elles sont simples, Là, on est en structure argumentative, donc la clarté fait argument. La clarté fait que ça devient un manuel dont on peut se servir pour aller chercher des arguments. Et ça, c'est important. C'est pas explicité dans le texte, mais c'est à ça que ça sert. De toute façon, si vous voulez convaincre, vous êtes obligé d'être clair. Donc, il faut analyser la clarté comme pour sa portée argumentative. Et ça s'analyse, la clarté. Là, on le voit. Boum, un titre explicite et qui, en même temps, est absolument... révolutionnaire, j'allais dire. Non. C'est très compliqué de parler d'une révolution pour les mœurs. Et ça, c'est une très grande question. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais c'est une très très grande question. Est-ce qu'on peut révolutionner les mœurs? Je ne sais pas. Alors, en 1911, on a aussi beaucoup de questions légales à résoudre, le droit de vote, l'avortement, etc. Ce n'est pas le cas en 1911, aujourd'hui de la même façon, quand bien même il reste encore des lois. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est une pour les deux sexes, morale. Alors déjà, parler de sexe dans les années 10, c'est quelque chose qui, en fait, l'air de rien, n'est pas si courant. Parce que bien sûr qu'au niveau de la physiologie, on va parler des deux sexes, mais en fait, quand on dit le sexe, on parle de cette classe qui est sexuée, c'est-à-dire des femmes. Et qui en même temps est le deuxième sexe, mais quand on dit le sexe au beau sexe, en fait, les seuls que l'on désigne comme tels sont bien sûr les femmes. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, c'est bien mettre en avant ce qui va légitimer la différenciation sociale, au nom de ce qu'on appelle le discours de nature, de la nature, avec Colette Guillaumin. Et donc on met en exergue une différence en disant que cette différence n'est que le fait ou la caractéristique de ce qui est différencié. On le rappelle, le genre précède le sexe avec Christine Delphi. Donc finalement, en parlant des deux sexes, elle est bien sûr anatomiquement, physiologiquement et en fait aussi un peu socialement juste. Il n'y a pas... Alors, Pelletier, c'est quelqu'un qui va distinguer sexe psychologique et sexe biologique. Dans un article, elle a une... On en avait parlé sur l'éducation féministe des filles. Elle a une vision assez large de ce que l'on peut faire avec l'éducation qui va s'opposer à la nature, voire modeler la nature. Et donc du fait que la sexuation du monde est largement due est un phénomène social bien plus que naturel. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment chez Pelletier. Et à ma connaissance, c'est vraiment chez elle qu'on le trouve le plus avancé. Cette espèce de dénaturalisation du monde. Liée aussi au fait qu'elle était médecin et psychiatre. Mais il y a déjà quelque chose qui est terriblement égalitariste, dans le fait de parler des deux sexes et non pas d'un seul, et en plus qui là est stricto sensu, universaliste, en attaquant de front ce qu'on appelle le double standard. C'est-à-dire le fait d'avoir des règles différenciées selon donc le sexe, la classe sexuelle à laquelle on appartient, sexualisé. Alors sexualisé, ça ramène à l'érotisme en général, pas juste au fait d'être sexué. Mais donc finalement, là, Pelletier énonce au niveau de ce qui est de l'ordre des classes de sexe, ce qui est un véritable universalisme qui remet en question frontalement le faux universalisme de la Troisième République. Ce faux universalisme est déjà remis en question par d'autres femmes avant, et bien avant Pelletier. C'est notamment le cas d'Hubertine Auclair, qui parle par exemple non pas d'un suffrage universel, mais unisexuel. Et donc il montre bien que si on a une fausse universalité, un faux universalisme sous la Troisième République, puisque les femmes sont par exemple exclues du vote. C'est exactement ce raisonnement-là. Et
elle va le démontrer tout de suite. Suivant que l'on est homme ou femme, le mot honnête a un sens différent. L'honnête homme est celui qui ne porte pas tort à ses semblables. La femme, elle, peut porter tort à autrui, être quand même considérée comme honnête, car son honnêteté à elle est d'un ordre tout spécial, elle consiste à souscrire à la loi de l'homme. Et là, en fait, quand on va directement ici, Pelletier fait quelque chose qui est punchlinesque au plus haut degré. Vous me permettrez le néologisme, Pelletier permet finalement un peu tout, tellement elle est forte. Elle reprend des mots qui sont donc de l'ordre de la probité, de la morale, de l'éthique, c'est-à-dire en fait de la régulation des comportements sociaux. Elle le sait. Et elle montre finalement comment la socialisation des uns est autonome. Alors, la probité, ça va être par exemple ce qui est considéré positivement, ce qui correspond à une axiologie sociale positive. Et en fait, là, on pourrait s'attendre à ce qu'une femme honnête, c'est une femme qui n'est pas adultérine, c'est une femme qui est chaste, voire abstinente. Mais non, en fait, non, pas du tout. Elle franchit un cap. Ce n'est pas juste qu'il y a des don Juan et des salopes, le problème. C'est que les salopes sont celles qui ne souscrivent pas à la loi de l'homme. Alors, elle n'a pas besoin, en fait. Donc, ça ne va pas passer ici dans le langage, mais elle met directement en avant les rapports sociaux. Et ce n'est pas que la liberté, elle est plus ou moins grande, c'est qu'à la liberté s'oppose non pas une moins grande liberté ou un enfermement, mais directement une subordination, c'est-à-dire l'inverse de l'autonomie. Et c'est ça qui est vraiment très fort. C'est que, en fait, ce qui aurait pu être donner l'impression d'une fausse symétrie est absolument explicité par une autonomie directe. On le voit, finalement, l'honnêteté éthique qui correspond à l'autonomie dans le sens kantien, hein, c'est l'impératif catégorique kantien, ne pas faire tort à autrui. Ça revient à agir de manière à ce que sa maxime soit universalisable. C'est Kant qu'on a derrière. Donc pour l'un l'autonomie et pour l'autre l'aliénation, la subordination. Alors, pas forcément à l'homme, mais à la loi de l'homme. Et là, c'est vraiment mis en avant dès le deuxième paragraphe, pas d'existence individuelle pour la jeune fille en tutelle chez ses parents, elle attend le mari. Et donc, elle va se conserver vierge, etc. Et là, en fait, en partant de cette question sexuelle, évidemment, Pelletier parle des sexes, c'est-à-dire des rôles sociaux hein, dans la société, avec une espèce de glissement par la polysémie. Hein. On est dans un procédé proche de l'antanaclase, qui n'est pas du tout là pour faire joli. Hein. C'est pas ou l'amusement du bol d'air et du bol d'eau. Hein. Là, on est vraiment en train de montrer en fait comment les choses sont reliées, parce que ce qu'elle va désigner, que l'on pourrait nous appeler patriarcat, etc., eh bien en fait c'est un fonctionnement social qui va enfermer les femmes. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle désigne, elle nomme, elle cite l'enfermement des femmes. L'aliénation complète des femmes. Et avec un ensemble de comparaisons, par exemple, les primitifs enferment les jeunes filles, et dans les sociétés, alors elle ne dira pas civilisées, elle va dire bourgeoisie française, les filles sont aussi enfermées et elles ne sortent qu'accompagnées. Alors avec, chez Pelletier, quelque chose qui est très important, qui est toujours une distinction par classe, qui est plutôt valorisant pour la bourgeoisie, et ça vient d'une prolétaire, hein, et en même temps, alors parce que moi je trouve que ça égratigne de façon assez différente et qu'en fait on a là plutôt une ébauche d'intersectionnalité avec la prise en compte du facteur de la classe, parce que l'intersectionnalité ça n'est pas que la race, c'est aussi la classe. Là on a une intersectionnalité à deux termes, genre et classe en gros. Et donc avec cette particularité absolue, alors là je vais vraiment beaucoup plus vite, hein, mais en fait, Pelletier, elle désigne le patriarcat, et pour désigner le patriarcat, elle va pas nommer le patriarcat, etc., mais elle montre l'absence de liberté des femmes et les différentes modalités de cette absence de liberté, c'est-à-dire par exemple chez les primitifs, bourgeoisie française, bourgeoisie anglaise, etc. Et elle parle ensuite donc
de double standard ou du qui perd gagne. Hein. La loi de l'homme, les hommes mettent tout en œuvre pour amener les femmes à la transgresser. À cet égard, comme à mains autres, l'intérêt particulier se trouve être en contradiction avec l'intérêt collectif. Je suis page 31. Le mariage qui met la femme en tutelle enchaîne l'homme, dans une certaine mesure du moins, aussi entend-il pouvoir satisfaire largement ses sens en dehors, enfin hors de lui. Par séduction, par ruse, par intimidation, quelquefois par violence. Aujourd'hui, on appellerait un peu, alors selon les cercles évidemment et selon la loi, mais ce qu'on appelle séduction, aujourd'hui, est plus positif que le sens originel de séduction. Mais donc, ruse, intimidation, violence, ça, en fait, c'est un continuum de violence. Hein. Quelquefois par violence, l'homme entraîne donc la femme à l'amour illégitime. C'est-à-dire que là, en fait, s'oppose finalement chez Pelletier un intérêt collectif, un intérêt individuel, et avec, elle le comprend très bien, ce qui s'appellera ensuite la culture du viol, la morale réelle, l'excuse et même le glorifie, c'est-à-dire la morale officielle, conventionnelle, blâme l'homme qui est adultérin et qui pousse la femme à l'adultère, mais en réalité, on va le glorifier, cet homme-là. Alors que la femme, c'est terriblement dur. La femme étant considérée non comme une personne, mais comme un objet de consommation, la réputation de séducteur équivaut à celle de l'homme heureux qui réussit dans la vie. Parce que finalement, il y a donc une réussite matérielle et une réussite sexuelle pour les hommes, et finalement, le fait d'être consommé entérine finalement cette consommation, cette consommabilité, c'est-à-dire en fait l'objectification des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur permet pas d'avoir grand-chose pour se défendre, mais quand elles n'arrivent plus à le faire, et tout est fait pour qu'elles ne puissent pas le faire, en fait, on les en blâme. Si séduire est un mérite, être séduite est au contraire une honte, et là on voit vraiment, finalement, l'antagonisme par cette liberté différenciée, largement différenciée, ce qui amène à ces extrémités. Ainsi, l'honnêteté pour la jeune fille, c'est la virginité. Pour la femme, l'honnêteté, c'est la fidélité. La femme honnête est celle qui ne trompe pas son mari. Et donc, finalement, là, on a les cas concrets, les exemples, d'une certaine manière, très très concrets, hein, de ce qui fait une femme honnête, mais qui peuvent être subsumés, conceptualisés par aliénation de l'homme, et pas juste contrainte sexuelle. Aliénation à l'homme, pardon. Et donc avec toute une remise, toute une... Est-ce que dire c'est dénoncer? Oui, chez Pelletier, elle est vraiment dans une dénonciation. Mais en fait, là, on est d'abord dans une démonstration. Et donc, voilà, on a les jeunes filles de la bourgeoisie se marient en général pour être libres. Elles le sont davantage, il est vrai, que chez leurs parents, mais la tutelle maritale, pour être moins rigoureuse, n'en est pas moins une tutelle. Toujours l'épouse doit compte de son temps, donc rendre compte, mais il manque des mots, on est en littérature grise. Et là, il y a une note de Pelletier. Dans les maternités, les médecins prolongent à dessein la durée du séjour des accouchés. Et là, on rappelle qu'elle est tout bib elle-même, elle est doctoresse, hein, donc elle le sait, là, c'est témoignages perso. Ils savent que la femme rentrée au logis aurait sans retard à subir l'homme, en dépit de tous les conseils. Et là, elle nous parle de ce qu'on a appelé le devoir conjugal et qu'on appelle maintenant le viol conjugal. En fait, l'objectification complète l'appropriation privée. Nulle égalité dans l'amour conjugal, l'homme possède et la femme est possédée, il a des droits qui sont pour elle des devoirs. Et là, elle nous parle de sexe. Et de tout, hein, aussi des tâches domestiques, etc. Mais elle nous parle spécifiquement de sexe, asservie même dans sa chair. Elle va jusqu'à subir la maternité lorsque l'homme la lui impose contre son gré afin de mieux la confiner au logis. Et ça, en fait, c'est là où on voit, je ne vais pas faire tout le bouquin, il est trop dur, mais que Pelletier, elle permet de vraiment dire des choses qui sont donc évidemment très difficiles et dans lesquelles on est encore empêtré. Je suis persuadée que MeToo nous a permis que d'abord le MLF et le MLAC sur l'avortement équivalent aux États-Unis, etc. C'est d'abord un moment où finalement où les conséquences des coïts commencent à être maîtrisées, et que MeToo, c'est le moment où on parle des coïts eux-mêmes. Mais Pelletier, elle a déjà compris. Et elle a déjà compris ce qu'est une grossesse forcée, qui est, en fait, c'est contre cela que lutter
la demande de libéralisation de l'avortement, et pas seulement de légalisation ou de médicalisation de l'avortement. Dans les années 70, c'est pouvoir contrecarrer le fait d'être mise enceinte contre son gré. Ce qui existe encore. Et ce qui explique pourquoi on essaie de faire croire que le père aurait, c'est-à-dire en fait le géniteur, des droits sur un fœtus. C'est-à-dire, en fait, par euphémisme, par négation, par occultation, sur le corps de la femme qui l'engrosse. On parle même pas du fait que le coït soit ou non volontaire. Hein. Et ça, Pelletier, elle a vraiment compris. Que c'est, et ce qui n'est pas dit dans le bouquin, c'est que le moment de la grossesse, c'est le moment où où finalement ce n'est pas un hasard si c'est pendant les grossesses. Pendant la grossesse, si la grossesse c'est un moment à risque au niveau du violence conjugale, et souvent le moment le plus à risque. Alors, on peut dire, oh oui, c'est le chamboulement, machin, c'est pas dur, c'est très dur de devenir père, machin, etc. Et les femmes changent. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'on peut beaucoup moins s'enfuir. C'est que la grossesse affaiblit. Et qu'elle est vue comme une marque de possession. C'est ça qui se passe. Comme si la femme était une terre et l'enfant à venir, potentiel, le fœtus, un fruit. C'est exactement ça. Et bon, c'est pas très réjouissant en fait. Hein. Parce que quand les mecs veulent des gosses, ils veulent pas forcément les porter. Hein. C'est très différent le désir d'enfant et le désir de mettre l'autre enceinte. C'est très très différent. Ça veut pas dire qu'on aime les enfants en fait. Et ce qu'on nous fait croire, ce qu'on nous fait passer pour une preuve d'amour, oh là, il m'aime tellement qu'il veut me faire un enfant. Ça, c'est des trucs qui m'ont touchée par le passé. Sont des... enfin, qui m'ont touchée, mais je ne suis pas allée. C'est faux, en fait. C'est très clairement aussi une envie d'appropriation qui n'est pas forcément consciente. Je suis désolée de dire des choses aussi dures. Ça, c'est les stats, en fait, qui amènent à le voir et à le comprendre. On va quand même le lire. Hein. Le mari peut à volonté exercer ses droits ou s'en abstenir. Lui, il a le choix et la liberté du coït ou du non-coït. Dans le second cas, l'épouse délaissée n'a d'autres ressources qu'un adultère clandestin. Si elle veut avoir du sexe, qu'elle n'en a pas à la maison, elle est obligée de se cacher, et on le sait que c'est illégal l'adultère. Donc elle est dans une prise de risque importante. Mais la femme qui se refuse encourt la brutalité de l'homme qui souvent n'est pas arrêté par la maladie même. Ça, on le sait aussi. Et elle a dit, on va continuer, que de femmes se plaignent d'avoir été abominablement traitées par leur mari parce que, souffrantes ou nouvellement accouchées, elles ont tenté de se soustraire au devoir. Mariée à un homme atteint de satyriasis, de perversion sexuelle, la femme est enjointe encore de le subir. Les parents restent sourds à ses plaintes, alléguant qu'elle appartient à son mari. La religion abandonne alors la femme. La femme mariée à un homme atteint de perversion, est-il écrit en note, sexuelle peut divorcer, mais les mœurs ici sont en arrière des lois. Il faut que les souffrances de l'époux soient bien grandes pour qu'elle en arrive au divorce. On est en 1911. Hein. Il est dit, paraît-il, dans les manuels des confesseurs que l'homme peut faire de la femme suivant sa volonté, alors même qu'il y aurait pour elle danger de mort. C'est ça, être un objet de consommation et l'appropriation privée. C'est l'appropriation du corps. Et donc là, en plus, ça parle donc du crime d'adultère, enfin, ou presque un crime de ce châtiment terrible par la société, etc. Et de l'orgueil de la paternité, mais qui est orgueil qui n'est pas forcément de l'affection. Avec ce problème très spécifique, évidemment, à cette période, qui est celui de l'impossibilité d'attester de la paternité. Il n'y a pas de test ADN. C'est pas forcément une victoire pour les femmes, ça. Mais ça change la donne, de pouvoir faire un test ADN. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très intéressant comme elle est prématérialiste. En se plaçant même à ce point de vue barbare, donc le fait qu'un homme
se maintiennent une femme pour être le seul à l'engrosser. Et sinon, ça serait un vol, de son point de vue. L'adultère masculin ne devrait pas être plus excusable que l'adultère féminin. Si le mari adultère n'apporte pas de bâtard dans son ménage, il en apporte dans un autre, à moins qu'il n'accable du fardeau de la maternité une pauvre fille. Donc là, en fait, elle montre comment morale individuelle et collective s'opposent, le bien de la société. Mais la morale courante ne tient aucun compte de ces éventualités. Elle considère que dans le troupeau féminin, l'homme a le droit de puiser à sa fantaisie. Si un autre homme les étampille, il n'avait qu'à mieux veiller sur les femmes qui, en qualité d'épouse de sœur ou de fille, vivent dans sa dépendance. Mes coqs sont lâchés, gardez vos poules, ce qui est une phrase, putain, mais qu'on entend encore, quoi. Avec ce qu'il y a aussi derrière, toujours cette idée que Pelletier a bien comprise, hein. On rappelle, elle est médecin, et qui est absolument glaçante, et je crois qu'il faut l'entendre, et se rendre compte que ça n'a pas tellement changé, que finalement, on va reprocher aux femmes de ne pas savoir se protéger, jamais aux hommes de violenter. Mais on le sait, ça. C'est ça la culture du viol. Ainsi, la raison de la dualité des morales n'est pas ailleurs que dans la dépendance de la femme à l'égard de l'homme. Tout c'est QFD, en fait. Hein. Seulement, comme toutes les origines, celle-là est ignorée de la plupart des intéressés. La mère élève sa fille dans les principes où elle est élevée elle-même, et ce qui n'est que le bien de l'homme est conçu par les femmes comme étant un bien absolu. Donc, là, on a l'enfumage, très direct. La vieille fille qui vit seule dans la chasteté n'a pas de mari ou d'amant jaloux à craindre. Sa virginité en raison de l'âge a cessé d'avoir un prix, et cependant elle ne se comporte guère autrement que la femme en puissance d'homme, c'est-à-dire sous la puissance d'homme, en possession. C'est-elle attardée hors du logis, vit-elle rentre. Que dirait la concierge, que penseraient les voisins si elle regagnait son domicile à une heure indue? Que dirait-il surtout si elle découchait? Ce ne serait ni plus ni moins qu'un scandale. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'être ou non propriété d'un homme. La question de la liberté sexuelle, elle s'applique à toutes les femmes. Et cependant, à ce logis, personne ne l'attend, elle n'a pas d'enfant, pas de vieux parents qui demandent des soins. Seule dans la vie, elle ne laisse personne. Derrière elle, cela ne fait rien, tout comme si elle n'était pas seule, sa vie est réglée, elle dose de ses sorties et veille à n'en pas trop faire de peur qu'on ne la blâme de n'être jamais chez elle. La domesticité n'est même pas liée au fait qu'il y a un homme, mais au fait de la loi de l'homme. Son existence méthodique est vide comme un culte rendu au sexe masculin, dont l'autorité quand même pèse sur elle. Voilà. Et donc, s'il y a un affranchissement, eh bien, on a le blâme général. Alors, on va quand même lire ça. Dans la rue, elle est en butte aux grossièretés masculines. La société tout entière lui rappelle à chaque instant qu'elle appartient au sexe esclave. La métaphore de l'esclavage, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je la retravaillerai sur les Saint-Simoniennes. On ne va pas en venir ici, mais voilà, elle ne parle pas forcément de la traite triangulaire, elle parle d'un état, d'une condition, d'un rapport social en fait. Dans la rue, elle est en butte aux grossièretés masculines. Jeune et jolie, les hommes l'interpellent de mots obscènes, de propositions ordurières. Parfois la parole, ils joignent le geste, l'attouchement grave-le. Disgraciée de la nature, la passante essuie des colibés. L'homme laid passe inaperçu, mais la femme n'a pas le droit d'être laide. Vieille, on injurie son âge. En Angleterre, la femme mieux respectée n'a pas à subir ses avanies, mais en France, les mœurs sont restées à cet égard ce qu'elles étaient au temps barbares. Alors Pelletier va vraiment dire barbare, primitif, etc. Des règlements de police protègent les hommes contre les assiduités des raccrocheuses. Donc ça, finalement, les raccrocheuses, c'est les prostituées qui racolent. Hein. Mais la femme, sans doute parce qu'elle est plus faible, est laissée sans protection à la merci des raccrocheurs. J'aime beaucoup le parallèle qu'elle fait, qui n'est pas admis, qui n'est pas conventionnel, et qui me rappelle rétrospectivement, et avec une espèce d'avancée dans le temps, parce qu'évidemment, Pelletier ne pouvait pas le savoir, mais au moment du MLF, Delphi notamment, un groupe de femmes autour de Delphi avait voulu déposer plainte pour racolage contre les hommes qui faisaient du harcèlement de rue. Le concept de harcèlement de rue ne date que de 2012. Hein. Donc là, voilà. Et là, on entend régulièrement « Oh là là, mais c'est lié à l'immigration, machin, c'est nouveau. » C'est pas nouveau, hein, 1911. Dans les rues pour l'entretien desquelles on ne manque pas cependant de lui demander sa contribution, les femmes paient des impôts, elle est comme en pays ennemi, aussi elle se hâte. À la campagne, c'est pis qu'à la ville. Dans la rue, la femme ne court guère que le risque d'être suivie et insultée.
À la campagne, les risques sont plus graves. Aussi s'abstient-elle de s'y promener. Et donc là, on voit que la liberté de circulation n'est plus possible. Espérons qu'enfin un peu de lumière entrant dans leur intelligence, un peu de dignité dans leur caractère. Et là, on voit qu'il y a une forme de misogynie de Pelletier, et parce qu'elle veut aussi une espèce d'auto-organisation des femmes. Les femmes apprendront à être capables de se défendre. Boum, note de bas de page. Les femmes doivent s'habituer à porter un revolver pour les sorties du soir et les promenades à la campagne. Outre les services qu'il peut rendre en cas de danger, le revolver, voilà, boum. Le revolver a un pouvoir psychodynamogène. Ça fait seul de le sentir sur soi, rend plus hardi. Puisqu'on sait qu'on va se défendre, on peut y aller. Et ça peut rendre aussi plus connard, c'est un des problèmes que, à mon avis, du port d'armes aux États-Unis. Au théâtre, une femme peut à la rigueur aller seule quand elle a les moyens de payer une place chère. Mais il ne lui faut pas songer à aller aux petites places, le peuple étant ce qui concerne la considération pour la femme très inférieure à la bourgeoisie. Alors là, on a toujours le classisme de Pelletier. Et ça va bouger. Je m'attends certainement à encourir le blâme des honnêtes gens revendiquant pour la femme la liberté du café. On a des groupes dans certaines banlieues de femmes qui vont à l'attaque des cafés. Donc elles s'installent en café en groupe. C'est la liberté du café. Ils s'écrieront que je réclame le droit à la débauche. Cela m'est égal. Aller au café ne signifie pas nécessairement être un débauché ou un ivrogne. Tant que l'on n'aura pas trouvé un autre lieu où l'on puisse voir du monde, lire les journaux, écouter de la musique, se rencontrer avec les gens, sans qu'il soit besoin d'en venir aux formalités compliquées d'une invitation, le café aura son utilité. Et en fait, ce qu'elle nous explique ici, c'est que le café, c'est un tiers-lieu. Si les hommes sont en général mieux informés que les femmes, c'est en partie grâce au café qui leur permet de se frotter les uns aux autres. Se frotter, c'est pas sexuel, là. La femme, si intelligente soit-elle, est dans l'état d'infériorité d'une isolée. Et ce n'est pas juste qu'il n'y a pas de solidarité féminine, c'est que chacune est seule. Mais il est évident que la liberté du café ne peut faire l'objet d'une loi, c'est aux femmes elles-mêmes de se l'assurer en rejetant le préjugé qui leur interdit de s'y rendre. Etc. Donc voilà, on va être à l'aise et puis ça va venir, quoi. Il faut du courage. C'est dans cette voie que les féministes devraient aller, elles serviraient mieux la cause qu'en installant, comme elles le font, des hommes féminins qui ne servent qu'à les maintenir dans leur intimité originelle. Donc en fait, Pelletier, elle est contre la non-mixité, parce qu'il faut aller sur les terrains des hommes. Et ça, j'en avais parlé sur l'éducation féministe des filles, et de tout ce que cela a de paradoxal. Lorsque la femme aura conquis le droit à la vie politique, son émancipation devant les mœurs s'effectuera plus rapidement. Les vertus spéciales que l'un exige d'elle n'auront plus de raison d'être, on admettra l'équivalence des deux sexes en amour. Donc l'égalité amoureuse suivra l'égalité factuelle et l'égalité légale. L'homme en souffrira-t-il? Bien au contraire, Montaigne dans ses essais dit que le lien sexuel sera le plus doux de tous si à l'union des corps il était possible de joindre celle des esprits. Bon, ça c'est beau, mais moi j'y crois pas, mais je pense que Pelletier non plus n'y croit pas. Mais par contre, il faut bien des arguments. Actuellement, la loi morale qui oblige la femme qui veut rester honorable à la chasteté condamne le jeune homme à l'amour vénal, parce que si les unes ne couchent pas, eh bien il faut que les autres aillent voir au moins les prostituées, ou se comportent comme de mauvais garçons. Pour satisfaire leur sens, des hommes intelligents et cultivés sont réduits à la compagnie des femmes ignorantes et inintelligentes. C'est pas très sympa, et en fait c'est un peu, là aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif pour ces hommes-là. Je veux dire, je pense que c'est plutôt l'inverse, et que les hommes vont plutôt chercher, en tout cas moi ça a été vraiment mon expérience sur l'ensemble de ma vie amoureuse, très clairement, le fait d'être intelligente m'a amené plus d'emmerdes qu'autre chose. Alors je pense que les femmes ont toujours des emmerdes, je ne peux pas dire des choses comme ça, mais en tout cas, c'est toujours en situation de faiblesse ou quand j'ai fait l'idiote que j'ai été draguée. Et l'intelligence a pu amener aussi une espèce de désir de rivalité, pour m'écraser. Mais quand on m'écrase pas, ça ne se passe plus bien. Alors, voilà, cette fiction égalitaire, je la vois sur un temps, de lune de miel ou des choses comme ça. Je la vois pas longtemps. Et elle me semble pas si évidente. Voilà. En tout cas, avec les hommes, je n'y crois pas. Ou je n'y crois plus. Ils doivent subir un bavardage insipide, feindre de s'intéresser à des cancans fastidieux. Ils ne le feignent pas. Là, elle est optimiste. L'un et l'autre sexe ne pourront que gagner à ce que pour mériter le titre de notre femme, il ne faille rien de plus que remplir les devoirs sociaux d'un honnête homme. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la suite du livre? Alors, on va passer par la table des matières. Ah oui.
oui, ben dans l'étape des matières, elle donne pas les... Voilà. Alors, le chapitre 2, c'est le féminisme et la famille. Et donc, est-ce que le féminisme veut détruire la famille? Oui, tout à fait, et c'est une bonne chose, en gros. En expliquant, mais là, voilà, que la vie d'une femme mariée est celle d'un mineur. Et alors, elle n'est pas non plus pour l'émancipation des enfants, mais elle veut aguerrir un peu tout le monde, et elle est vraiment pro-avortement, avec une dose d'explicitation qui est troublante, hein, dont on n'a pas l'habitude, même aujourd'hui finalement. Très très factuel. Donc voilà, donc ça c'est donc la famille. Chapitre 3, le droit à l'avortement, explicite. Et ça c'est des brochures qui ont pu être indépendantes aussi, il me semble. Chapitre 4, la dépopulation est alarmante parce qu'elle est vraiment dans ce mouvement de néo-malthusianisme. Et c'est très important d'aborder cette question politique et sociale à l'époque. Je ne vais pas y aller Voilà. Ah, je vais quand même lire ce passage, hein, page 122-123, pour montrer un peu l'acuité de sa pensée, sa force. La restriction volontaire des naissances est une conquête de l'esprit sur la nature. C'est vraiment mes questions de recherche absolue. Hein. Elle est, je l'ai vu, je l'ai souligné. Hein. Elle est la victoire de l'intelligence sur l'instinct brutal. Donc la restriction volontaire des naissances, c'est la contraception. C'est pas seulement l'avortement, c'est plus large. Alors après, les moyens. Hein. Ils sont plus larges aujourd'hui qu'en 1911. De cette victoire, les riches seuls voudraient se réserver les bénéfices, ils ne le pourront pas, les pauvres y participeront. Et là, elle nous parle, sans le savoir, alors de ce qui n'est pas du tout abordé chez elle, c'est-à-dire de la race, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu des avortements forcés, de la contraception forcée, des stérilisations, par exemple aux Antilles, sur les femmes noires, enfin sur des femmes non blanches, et des populations non blanches en général, et on n'a pas que les cas des Antilles francophones à relever, mais voilà, souvent des populations autochtones, etc., quand les blanches étaient interdites d'avortement, sauf si monsieur demandait. Et dans des cas très spécifiques, ici avec l'argument de la classe, et elle a raison, parce qu'en fait on parle beaucoup de la race, mais il est double argument, il est racial et il est classiste, enfin il se joue aussi au niveau de la classe sociale. Et c'est ça aussi qui me paraît hyper fort chez Pelletier, même si, je l'ai dit, hein, la race n'apparaît pas chez elle. Mais ça fait du bien de le voir par la classe, et en fait, ces articulations, je trouve qu'elles, sur une lecture contemporaine, on va dire un peu ouverte et qui a envie, je trouve qu'on peut compléter nous-mêmes, voilà, avec nos acquis actuels. Et on a chapitre 5, la femme et la race. Alors là, la race, ici, c'est la race, c'est l'espèce. Hein. Là, c'est pas la race de blanc ou non blanc. Mais c'est sur le fait que la grossesse affecte la santé des femmes et surtout les grossesses multiples. Et ce qu'elle appelle la race, en fait, c'est l'humanité. Et est-ce que c'est un problème au niveau de l'ensemble de la race au niveau des naissances? Ou est-ce qu'au contraire, la race, comme elle le dit, hein, ça c'est vraiment des termes qui sont plus... Mais quand elle dit race, là, pour le coup, c'est pas les blancs, c'est la race humaine. Vraiment, ça c'est important. Là, elle ne le précise pas, mais elle ne le restreint à aucun moment. Et son discours est complètement universaliste à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui va... voilà. Et en fait, globalement, ça va être mieux. Et elle va jusqu'à parler donc des habitations, de choses un peu comme ça, même si c'est pas un chapitre sur les habitations. Même ça, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est très intéressant au niveau des sciences nat, parce que c'est un texte qui, par exemple, permet de considérer comment les femmes... comment le bonheur des femmes nourrit le bonheur collectif. Ce que l'on sait. Maintenant, on sait que la condition féminine donne des indications sur le développement des pays, par exemple. On le sait. Voilà. Mais en 1911, on ne le disait pas. Et ensuite, quelques notes éditoriales. C'est un livre qui n'est pas très long, mais qui est très clair, qui n'est pas très grand. Alors, on a 163 pages, il est tout petit. Je pense qu'il reste très très précieux, évidemment comme témoignage d'époque, mais je crois que Pelletier arrive à saisir des choses qui sont encore valables aujourd'hui. Et qu'il est donc précieux, bien sûr, comme document historique. Moi, pour mes recherches, c'est du pain béni, par exemple, même si j'en suis pas encore du tout à cette période. Mais il est aussi extrêmement fort et puissant pour toutes ces questions
comment dire, de patriarcat, de rôles sociaux, et même de comment s'auto-aguerrir finalement. Alors moi je pense par exemple, je suis plus nuancée, mais elle est très heurtante quand elle dit par exemple il faut absolument être en mixité, etc. Bon, mais on vient plus du même monde. Là maintenant on est dans un monde dans lequel on est aussi écrasé de mixité. Elle aurait probablement un avis différent, ou peut-être pas, j'en sais rien, je suis pas Madeleine Pelletier. Mais je trouve que ça fait vraiment du bien, aussi à mon féminisme et pas seulement à ma recherche, de me confronter ainsi à des textes aussi proches et aussi différents, pour voir, parce que finalement ils me parlent, quand d'autres textes me parlent beaucoup moins, de textes de féminisme ancien, bon, voilà. Et il se passe quelque chose, vraiment, chez Pelletier qui construit, hein, voilà, ouais, ou en tout cas, ouais, qui met des grandes claques métaphoriques, parce que les claques ne sont acceptables que métaphoriques, qui ressort d'un sommeil dogmatique, et ça fait un bien fou. Et alors, voilà, et cette clarté punchlinesque, etc. Qu'est-ce que c'est fort, tout en étant voilà, pluridisciplinaire, très simple, etc. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Je vous dis à bientôt.